couché le premier soir. Oh la pute. S'il était vraiment violent, t'avais qu'à partir et puis c'est tout. Non, mais je suis pas d'accord avec les féministes, elles sont trop extrêmes. On est des casseuses d'ambiance. On est des casseuses d'ambiance. Bonjour et bienvenue dans le podcast des casseuses d'ambiance. On est en service civique au planning familial depuis octobre 2023. On a tous moins de 26 ans, on est militantes féministes et pas que. Un jour, au détour d'une conversation, on s'est posé une question. Comment notre militantisme féministe impacte nos relations ? Parce qu'on va pas se mentir, que ce soit dans notre famille, nos relations amicales, notre intimité ou notre vie amoureuse, être féministe, ça a forcément un impact. Entre la joie d'œuvrer pour nos convictions, pour nos droits, la colère face à la violence, les injustices de notre société patriarcale, la fin de certaines relations qui nous tenaient à cœur, le début de belles adelphités, les conflits avec nos proches, les débats sans fin où personne ne s'écoute, mais où tout le monde veut ton point de vue de féministe, les propos problématiques qu'on rencontre au quotidien. Notre militantisme, ça nous fait vraiment passer par plein d'émotions, plein d'aventures, et c'est ce qu'on va vous raconter ici. Ce podcast, il est enregistré au studio La Poudre, à la Cité Audacieuse. Merci à toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, et bienvenue chez les casseuses d'ambiance. Bon, par contre, on parle de féminisme depuis le début, mais ça veut dire quoi au juste ? Alors le féminisme, pour nous, c'est une lutte politique, une lutte historique, une lutte du quotidien, une lutte de libération pour les femmes et les minorités de genre. L'objectif, c'est faire tomber le patriarcat et tous les rapports de domination de notre société. Notre féminisme, c'est une réponse à nos éducations genrées, à nos parcours dans une société patriarcale et sexiste qui met en position de supériorité les hommes, mais aussi les personnes hétéros, cisgenres, blanches, valides, etc. Nous sommes en tant que personnes sexisées, c'est-à-dire victimes de sexisme, des minorités. Nous vivons des violences sexistes et sexuelles et nous ne sommes pas les seuls, comme le montrent les études statistiques. Le féminisme auquel nous répondons est intersectionnel, il converge toutes les luttes. En quelques mots, ça veut dire que nous comprenons les différents systèmes d'exploitation et d'oppression, comme le patriarcat, le racisme, le validisme, la cis-hétéronormativité, le capitalisme, etc., qui s'articulent entre eux et font subir des discriminations spécifiques à chaque personne ou groupe. Ce concept vient des féministes afro-américaines et montre notamment comment les femmes noires ne vivent pas la même chose que les femmes blanches ou que les hommes noirs, et que l'on ne peut pas analyser les différentes oppressions séparément. Concrètement, dans notre militantisme, ça veut dire comprendre que d'autres réalités que la nôtre existent. Ça veut dire se servir de nos privilèges pour soutenir les luttes des personnes qui en sont empêchées et sensibiliser à leur combat, mais aussi penser des événements et une société plus inclusive et égalitaire. Nous voulons l'abolition des privilèges et nous avons conscience que nous jouissons de nombreux d'entre eux, en dépit des personnes discriminées. Nous défendons un féminisme qui respecte le droit de tous de vivre comme elles l'entendent, sans être opprimés par d'autres personnes. Et le planning familial, du coup, c'est quoi ? Le planning familial, c'est une association féministe et d'éducation populaire. On connaît souvent le planning familial pour l'accompagnement qu'il propose aux jeunes dans le choix d'une contraception, pour la distribution des capotes au lycée et pour son combat pour l'accès à l'IVG. Mais en fait, le planning, c'est tellement plus large. Ce sont des lieux d'écoute, de sensibilisation, d'accompagnement et d'orientation sur toutes les thématiques de la vie affective, relationnelle et sexuelle. IST, VIH, contraception, IVG, mais aussi les violences de couple, les relations amicales, la parentalité, les stéréotypes, les règles, la ménopause, l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Le planning, c'est des stands en milieu festif, des animations en milieu scolaire, des formations, du plaidoyer politique, des actions militantes. Et c'est donc au sein de cette chouette asso que nous, les casseuses d'ambiance, on a choisi de faire notre service civique. Épisode 1, la famille. Bonjour, je m'appelle Solène, pronom elle, je suis en service civique au planning et je vais animer ce premier épisode pour lequel on a décidé de parler de notre militantisme féminisme et de l'impact qu'il peut avoir dans nos relations familiales. Par famille, on entend les liens du sang ou ceux de l'adoption, même si on sait que la famille, ça peut être bien plus large. Ce qu'on entend souvent sur la famille, c'est qu'on ne la choisit pas, qu'il faut faire des efforts, se tolérer, s'aimer. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'est pas en accord avec notre famille sur des valeurs fondamentales ?
Le féminisme, ça touche énormément de sujets qui font partie de notre quotidien. C'est pas évident d'avoir des relations apaisées quand on sait à quel point l'intime est politique et qu'on doit se coltiner tonton Jean-Michel, ouvertement raciste, sexiste et homophobe pendant les repas de famille. Et justement, entre les repas de famille qui virent systématiquement au débat, les propos problématiques à longueur de journée, l'éducation qu'on a reçue, les alliés dans toutes les générations et autres joyeusetés, on vous raconte l'impact de notre militantisme féministe sur nos relations familiales. Bonne écoute. Pour ce premier épisode, 2 d'entre nous prennent la parole et la première question qu'on a eu envie de se poser, avant même de commencer avec la famille, c'est « Comment tu es devenue militante féministe et pourquoi au planning ?» Alors moi, c'est Elisa. Le début de mon féminisme, on en reviendra plus tard, mais déjà, j'ai été élevée par plein de femmes fortes et j'ai toujours été plutôt dans le rejet des kékés, machos, etc. Et ça est devenu plus concret en 2020, quand j'ai fait une thérapie et avec mon psy au détour d'une conversation, il m'a parlé de MeToo et j'avais dû louper quelque chose parce que ça me disait rien du tout. Donc j'ai commencé à me renseigner et à tomber sur plein de contenus féministes et ça m'a trop intéressée, ça me parlait vachement, ça correspondait à mes valeurs. Donc j'ai commencé à me sentir de plus en plus révoltée sur certaines choses et en même temps ça me faisait du bien, je me reconnaissais et ça m'aidait à m'empouvoirer. Donc ça, c'est pour le début de mon féminisme. Et ensuite, le service civique, j'y suis arrivée parce que c'était déjà un projet que j'avais envie de faire, d'être en service civique un jour dans ma vie. Et à 25 ans, j'étais un peu dans la recherche d'un métier. J'étais intéressée par la fonction de conseillère conjugale et familiale. Donc il y en a plein qui travaillent au planning. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une pierre deux coups et faire ce service civique-là au planning. Et donc c'est un peu là où je place le début de mon militantisme. Et donc moi je pense que j'étais un peu féministe au lycée, mais féministe modérée, parce que comme toutes les personnes sexisées, j'avais déjà vécu des trucs pas ouf et une sexualisation fréquente de mon corps, alors que j'étais qu'une ado. Et en fait, quand je suis arrivée dans ma première année de fac, donc c'était à Caen, j'ai vécu le harcèlement de rue. Et je trouvais ça horrible, en fait, de devoir me promener dans la rue avec la boule au ventre. Je trouvais pas ça normal, que ma gorge se serre quand je croisais un groupe de mecs. Et puis un jour, j'ai vu une publication sur Facebook qui montrait une femme s'étant fait agresser à la gare de Caen parce qu'elle n'avait pas répondu à un homme qui l'avait harcelée. Et en fait, le lendemain, je devais moi-même me rendre à cette gare et j'ai pas dormi de la nuit, j'ai flippé toute la nuit. Durant cette année, j'ai installé Instagram et là, j'ai suivi plein de comptes féministes et notamment les comptes de collereuses car ça me fascinait. Au fur et à mesure, mon avis se tranchait sur la question. C'est bon, je me disais vraiment féministe, je me sentais légitime à le dire. Et j'ai commencé par confronter mon point de vue à celui de ma famille quand je disais all men, par exemple. Ouais. Puis j'ai dit à mes amis que je ne voulais plus entendre de blagues oppressives et c'était assez difficile parce que ça va quoi, ils disaient c'est bon, c'est des blagues quoi. Sauf que moi j'en avais marre et de devoir toujours expliquer que ta blague raciste, sexiste, homophobe, transphobe, validiste, etc. c'est pas juste une blague mais ça perpétue les discriminations. Et donc je continuais quand même à me confronter aux autres et aux hommes cis qui ne comprenaient pas pourquoi je disais qu'ils étaient privilégiés. Alors ce genre de remarques, ça radicalise encore un peu. Et puis j'ai republié en story sur Instagram un post sur la misandrie. Et là, j'ai perdu des amis. Wow. Et ensuite, je suis allée en première année de sociologie à Chambéry où j'ai rencontré une amie qui m'a beaucoup appris sur le sujet des personnes transgenres et non-binaires. Ça m'a encore plus calée dans mon féminisme intersectionnel. En sociologie, je me disais que les gens, c'était des gauchos, que tout le monde était d'accord avec moi et que tout le monde allait comprendre pourquoi j'étais féministe, quoi. Et puis en fait, pas du tout. Y a un mec de ma classe qui a commencé à vouloir parler avec moi de féminisme et pour me dire qu'en fait, je desservais la cause et que sa meilleure amie, elle avait honte de moi et que sa meilleure amie était féministe aussi et qu'elle avait honte de moi. Donc c'était assez tendu comme conversation. Ah ouais, j'imagine. Mais en fait, quelques mois plus tard, j'ai vu sur les réseaux sociaux que sur sa bio Insta, c'était marqué anti-misandre. J'étais en mode ok. Et en fait, c'était un mascu qui me criait qu'on aidait plus les femmes que les mecs dans la rue et que pour le divorce, c'était plus simple pour les meufs.
Et puis en deuxième année de sociaux, du coup, j'ai rencontré des copines avec qui on est allé à la manif du 25 novembre et juste c'était incroyable, c'était hyper émouvant. C'est un souvenir que je garde très précieux et donc c'était trop cool. Et puis la sociologie aussi m'ont amené à faire pas mal de projets en relation avec ça. Notamment, on a fait un petit podcast du coup avec mes copines sur les personnes sexisées dans la rue. Donc on est allé interroger des personnes et c'était vraiment trop bien. Et ensuite, en troisième année, j'ai fait mon mémoire vidéo sur les femmes agricultrices. Au final, je suis selon plein de gens féministes, extrémistes, et t'es chiante avec toi, on peut plus rien dire. Je dois me justifier sur tout et pour tout, et surtout, je dois avoir réponse à tout, et on cherche à me piéger toujours et à me provoquer. Mais moi, je suis très bien comme ça, et vive le féminisme intersectionnel. Eva, merci beaucoup pour vos réponses à toutes les deux. Et puis maintenant, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on parle un peu de vos éducations. Est-ce que vous avez eu une éducation genrée ? Qu'est-ce que vous avez gardé de cette éducation ? Et qu'est-ce que le féminisme a transformé ? Je peux me lancer. Moi déjà, ce qui est un peu particulier, c'est que mes parents ils se sont séparés assez tôt. Et du coup, ça fait que j'ai une famille du côté de chez ma mère qui est exclusivement féminine. Et une famille du côté de mon père qui est plutôt masculine, sauf du coup moi et ma grand-mère. Et du coup, chez ma mère, j'ai beaucoup d'exemples de femmes indépendantes qui sont pas forcément dans les normes de féminité, avec pas forcément déjà de relations de couple. C'est pas des femmes qui se maquillent ou qui mettent des talons, que sais-je. Moi, j'ai toujours été d'un caractère assez calme et assez doux. Et il y avait ma cousine qui était beaucoup plus, je sais pas comment dire, beaucoup plus révoltée, beaucoup plus dans l'énergie, qui m'entraînait à me défendre si des gens venaient m'embêter, etc. Donc de ce côté-là, j'ai pas senti d'influence de normes de genre, parce qu'on était déjà très diversifiés en tant que femme, voilà. Et du côté de mon père, comme j'étais la seule petite fille, j'ai un peu senti ce truc-là. Et où justement, j'avais mes deux petits cousins assez turbulents dans le conflit. Et du coup, moi, en plus, avec ma personnalité, j'étais celle qui venait être dans le care avec eux, qui venait les réconcilier, etc. Donc déjà un peu de charge attribuée aux femmes, quoi. Et par contre, il n'y a jamais eu de truc genre t'es une fille, donc tu dois faire comme ça, ou tu dois être comme ça. J'ai toujours été très libre dans toutes mes facettes, etc. Mais je pense qu'il y a eu quand même une toute petite influence des normes de genre à ce niveau-là. Ok. Du coup, moi, oui, je pense que j'ai eu une éducation genrée. Déjà, j'ai vécu dans une famille d'agricultrices, avec mon papa qui a repris la ferme de ses parents et ma maman qui était femme au foyer, entre guillemets, parce qu'elle travaillait aussi sur la ferme. Mais en fait, comme beaucoup de femmes à l'époque, elle avait le statut de femme au foyer et pas le statut d'agricultrice, quoi. Donc déjà, ça, c'était pas ouf. Parce que je la voyais travailler sur la ferme et finalement, elle n'avait pas le fruit de ce qu'elle faisait, quoi. Et puis, au niveau des tâches ménagères, c'est ma mère qui prenait tout en charge, en fait. Et aujourd'hui encore. Enfin, c'est vraiment très, très genré. C'est des tâches qui sont super genrées. Et puis, j'ai toujours vu les femmes faire ça dans ma famille. Et puis, ma mamie ou ma maman demandait beaucoup aux femmes de faire ça, quoi. C'était assez reproduit que c'était aux femmes de faire ces tâches-là. Et donc, j'ai grandi avec ce modèle, quoi. Un père sur la ferme et une mère polyvalente, quoi. Après, au niveau des objets, de ce à quoi je jouais, c'était un peu mixte. Des fois, je pouvais passer de Charlotte aux fraises aux courses de voiture. Et puis, j'ai un truc qui me vient en tête, c'est que je jouais à Call of Duty avec du Rammstein en fond, avec mon frère et ma sœur. Et ça, c'est marrant parce que, c'est pas super genré. Je le faisais, j'étais petite, et j'aimais bien. Donc là-dessus, sur nos choix d'activités, de jeux, on était libres. Enfin, des fois, je pouvais aller faire des cabanes dans les bois, on jouait au foot, au tennis, c'était assez varié quand même. Après, on va dire que j'ai pas transformé des choses dans mon féminisme, dans mon éducation, mais plus je me suis rendu compte de beaucoup de biais que j'avais par mon éducation, quoi.
C'est-à-dire que j'ai été éduquée comme une meuf et donc avoir de l'attention, être à l'écoute. Donc ça me suit un peu tout le temps durant ma scolarité et j'ai toujours écouté les autres. Et donc ça m'a montré aussi les problèmes des meufs et être pas mal dans le care des petites en fait. J'avais aussi envie que les mecs expriment leurs sentiments, mais en fait ils ne le faisaient pas. Je comprenais pas forcément pourquoi. Mais c'était pas forcément de la transformation dans les pratiques envers les autres, mais plus dans mes actions propres et à moi. Genre avant je me rasais et quand j'ai pris conscience des standards de beauté, j'ai arrêté et c'est trop cool. Enfin, j'ai plus du tout ce truc de « ah c'est sale, ah je dois me raser ». Non, je me rase pas et c'est trop bien quoi. Moi je pense qu'il y a aussi par contre un biais de genre qui m'est venu, mais peut-être de l'extérieur. Au vu de tout ce qui est représenté, les dessins animés pour petites filles, les jouets pour petites filles, ça, je pense qu'à un moment, j'y étais sensible. Parce que toute petite, j'avais ma full période princesse Disney, vouloir porter des robes, etc., qui m'est passée après. Mais je pense que c'est pas venu directement de la famille. C'était aussi des influences extérieures et que je me suis super appropriée à ce moment-là. Mais après, quand j'ai eu la période à peut-être me détacher de ça, aimer des personnages héroïnes plus rebelles, etc., j'étais totalement libre là-dedans, quoi. Et globalement, donc dans ma famille, il y a peut-être un petit peu des représentations genrées, un petit peu des stéréotypes qui traînent, mais rien de vraiment très problématique. Ok, merci beaucoup vraiment pour vos réponses. Et c'est intéressant de mettre ça un peu en perspective avec les témoignages des autres services civiques de notre promo. Parce que, par exemple, certaines ont grandi dans des familles très politisées, d'autres pas du tout. Et puis, c'est clairement pas la même chose de grandir dans une famille de droite que dans une famille de gauche. Et en même temps, c'est pas parce qu'on a une famille de gauche qu'on a forcément été très soutenu dans notre féminisme. Et puis même, genre, quand on se rend compte qu'entre frères et sœurs, cousins, cousines, on n'a pas eu la même éducation, ce que vous disiez, en fonction de notre genre, ça fait réfléchir. Et on sait bien que ça partait pas d'une mauvaise intention de la part de nos parents, etc. Mais il y a aussi toutes les influences extérieures, donc très dur de faire le tri dans tout ça. Mais bref, question suivante maintenant. Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir des rôles modèles féministes dans votre famille ou pas du tout ? Moi, je dirais oui, mais c'est pas du féminisme comme je l'entends aujourd'hui. Je pense qu'une de mes sœurs, elle se disait féministe et on était toutes un peu contre les phrases de macho qui étaient quand même assez présentes à la maison. Enfin, on s'en rendait compte, mais après, je pense quand même que le modèle féministe dans lequel je m'identifie, je l'ai construit moi-même avec le monde extérieur, notamment avec les réseaux sociaux. Mais c'est forcément par comment j'ai vécu cette enfance, en fait. Enfin, c'est aussi par mon enfance que j'en suis là aujourd'hui. Par exemple, on ne m'a jamais interdit quoi que ce soit en tant que fille. J'ai toujours pu sortir comme je le souhaitais, en tenue que je voulais. Bon, même si des fois j'avais des petites réflexions, mais c'est pas pour ça que j'enlevais ma tenue et j'en remettais une autre, quoi. Enfin, donc là-dessus, ça va. Après, les petites réflexions, forcément, ça interroge ce « ok, mais du coup, comment je dois m'habiller ?» Donc forcément, ça a des conséquences. Mais sûrement après que, oui, de voir mes sœurs libres sur le fait de sortir, ça a revendiqué aussi que mon corps m'appartient, en fait. Et après, évidemment, il y a aussi les hommes qui viennent faire des remarques qu'on n'a pas demandées, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Et puis, j'imagine aussi que de voir ma mamie être polyvalente, être forte pour assurer différents rôles, donc au sein de la ferme, auprès des enfants, aussi à la maison, je pense que ça m'a marqué autant d'un point de vue de genrage de tâches, mais aussi que c'était possible pour une femme de faire un métier, entre guillemets, dit masculin, quoi. Ok. Et toi ? Et moi, du coup, dans ma famille de femmes, il y a ma grand-mère qui est un petit peu plus traditionnelle, mais qui est vachement plus âgée. Et sinon, je compte vraiment ma mère et ma tante comme des modèles. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, parce qu'elles ne répondent pas à plein de clichés sur la féminité et qu'elles sont super fortes, indépendantes, etc. Et ma cousine qui ose s'exprimer, qui ose être en colère et qui m'a sensibilisée à plein de sujets féministes parce que autant
Chez ma mère, je pense pas que ce soit très politisé le féminisme. C'est plutôt quelque chose que je trouve qu'elle incarne. Autant ma cousine, elle est clairement féministe et j'ai eu plein de discussions avec elle et ça m'a aidée à me construire. Et dans la famille de mon père, du coup, il y a ma grand-mère qui a un peu la position de matriarche. Et c'est grâce à elle qu'on a tous du lien entre nous. Et c'est assez inspirant pour moi. Et parce qu'en même temps, elle a aussi une vie très indépendante. Elle a fait beaucoup de voyages. Elle vit pour elle. Elle est très altruiste. Elle a toujours été très militante. Et elle m'a aussi aidée dans ce sens-là, du coup, à développer une conscience politique, des droits sociaux, etc. Après, du côté des hommes de ma famille, de toute façon, voilà, personne n'est clairement macho, même si de temps en temps, il y a des petites blagues de mauvais goût, des fonds de représentation genrés. Mais on retrouve quand même un petit stéréotype de c'est des hommes pudiques sur leurs émotions. Et peut-être, à part un petit peu mon papa, et je trouve que c'est cool parce qu'il arrive à être un peu plus connecté à sa vulnérabilité, à sa sensibilité, ses émotions et à les partager. Donc ça peut faire aussi un petit rôle modèle aussi du côté de qu'est-ce que c'est un homme, qui est assez cool. Ouais. Et ça, c'est un gros sujet aussi, hein, clairement. Clairement. Écoutez, vos témoignages, ils font vraiment plaisir à entendre, merci. Mais bon, on sait que malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Dans notre discussion pour préparer l'épisode avec les autres du service civique, on s'est bien rendu compte que certaines ont plutôt dû construire leur féminisme en opposition avec les valeurs transmises à la maison, sans avoir de rôle modèle comme vous en avez eu, encore moins féministe dans leur entourage proche. Mais en soi, c'est aussi la preuve que tout n'est pas déterminé par la famille, et heureusement. D'ailleurs, je me disais que la famille, c'est connu pour être les liens qu'on n'a pas choisis, clairement. Et je voulais vous demander, Lisa et Elisa, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être en lien avec des personnes de votre famille qui ne sont pas du tout féministes, pas encore féministes, voire même anti-féministes? Moi, j'ai pas forcément l'impression que des gens de ma famille soient anti-féministes, mais plus anti-mon féminisme, anti-féministe, entre guillemets, extrémiste, en fait. Même si j'aime pas trop ce terme, on va l'appeler comme ça. Mais après, donc, ouais, là-dessus, ça peut être compliqué. Mais en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que même si ils comprennent pas forcément mon féminisme, si quelqu'un dit quelque chose, lit quelque chose sur le féminisme, sur l'histoire des femmes, etc., ils vont me le dire parce qu'en fait, ça peut m'intéresser. Donc là-dessus, ça me fait plaisir et puis ça me rend un petit peu légitime. Du coup, c'est cool. Après, parfois, ils vont forcer sur un stéréotype, sur une blague, sur quelque chose de provoquant pour que je réagisse et c'est trop relou. Ça me saoule. Mais après, dans l'ensemble, c'est des sujets qui font partie de moi et dont j'aime parler. Donc, je sais que je peux en parler. Je sais que j'ai des arguments pour me défendre, donc ça va. Mais des fois, c'est relou. Après, là-dessus, le service civique, ça m'a permis aussi de faire des interventions scolaires et du coup, de ressentir plus de légitimité aussi à parler de tout ça, en fait. Ouais. Ça, je crois que moi, c'est exactement la même chose. Cette légitimité au sein de notre famille, vraiment, c'est pas toujours facile, hein, mais le service civique a aidé là-dessus, clairement. Mais c'est clair. Et du coup, après, c'est aussi un sujet que j'adore parler avec ma maman, notamment quand il s'agit de montrer que oui, il y a des schémas genrés et que ça part de l'éducation, donc que c'est pas forcément de elle, mais que ça part de l'éducation, quoi. Et on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé, et j'aime bien parce que je pense pas qu'elle se dise féministe, pour autant elle comprend ce que je veux dire et c'est agréable, même si des fois on s'énerve et c'est un peu moins agréable, mais bon, j'ai l'impression que ça évolue quand même et que ça arrive de moins en moins. Courage. Merci. Après, il y a des réflexions de chacune qui évoluent aussi et c'est trop bien de voir ça. Par exemple, avec une de mes sœurs, on est quand même assez d'accord maintenant sur ces sujets alors qu'avant, on n'était pas du tout d'accord. Et avant, on se disputait souvent et maintenant, non, même si je pense que je suis encore un peu trop extrême pour elle. Et qu'elle n'arrive pas à se dire féministe, elle se sent pas légitime. Mais du coup, c'est bien parce qu'on en parle aussi. Et je lui dis, mais en fait, meuf, tu vis aussi des oppressions patriarcales. Enfin, tu as le droit de te dire féministe.
Et du coup, c'est trop bien parce qu'on grandit aussi ensemble, quoi. Et puis, dans ma famille, il y a quand même ma cousine avec qui je partage mes convictions. Et en fait, ça fait trop du bien durant les repas de famille de se dire « Ok, j'ai mon appui féministe qui est là. Et donc, s'il y a un sujet qui vient sur le tapis, vas-y, c'est pas grave, on est deux. » Et c'est trop bien parce qu'on a les mêmes convictions. Elle a un t-shirt... je suis pas misante, j'ai un ami homme, des trucs comme ça. Et genre, ça nous a grave rapprochés et c'est trop bien. Enfin, genre, moi, je suis trop contente. Et vraiment, c'est le fait d'avoir un soutien, en fait, en repas de famille, mais ça apaise, quoi. Et puis, on peut en parler ensemble hors famille. Et puis, encore une fois, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer aussi dans notre féminisme. Donc c'est génial. Quand je suis seule... un peu face à ma famille, notamment sur la question de croire toujours les victimes, parce que moi, c'est ce que je fais. Ça, c'est compliqué, en fait, parce que quand je suis seule, en fait, je sens qu'il y a un peu plus de pression et qu'il faut être là, devant tout le monde, interagir et ne pas dire un truc qui ne va pas. Enfin, bref, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, le fait d'être deux, c'est quand même pas mal. Ouais, clairement, ton témoignage, ça me fait trop penser à moi. J'ai aussi vécu des débats horribles sur les soi-disant fausses accusations de violences sexuelles pendant un repas de famille. C'était affreux, chacun y allait de son petit commentaire sur comment ça brisait des vies et toute leur empathie, en fait, elle allait vers les potentielles agresseuses, à aucun moment vers les potentielles victimes, et qui étaient des enfants, là, en plus, pour le coup, c'était dans ce cadre-là, enfin, vraiment. Et je me rappelle, j'ai commencé à m'énerver, c'était lunaire comme conversation, j'en avais les larmes aux yeux, et j'avais l'impression de parler dans le vide face à 15 personnes, et pourtant, c'est des personnes que j'aime, et c'est ça qui était dur, c'est mes cousins, cousines, c'est mes oncles et tantes, etc., et bon, les seules personnes qui nous soutenaient un peu, c'était ma sœur et ma mère, parce que à la maison, forcément, chez nous, c'est quelque chose de très présent. Et heureusement qu'elles étaient là et qu'elles étaient courageuses, parce que sinon, vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et bon, bref, quand même, sur une note un peu plus positive, j'ai aussi découvert, grâce à cette conversation, que l'un de mes petits cousins plus jeunes était un très chouette allié, et je m'en doutais pas, grâce à une intervention qu'il a eue. Et puis, on a quand même expliqué des choses à mes plus petits cousins. Et je me dis, bon, c'était un peu... Tant pis pour les adultes, mais au moins, dans la nouvelle génération, on a quand même eu des chouettes discussions. Et puis, au final, il y a quand même mon papa aussi, même s'il a mis du temps à réagir, qui a été là. Donc, heureusement, quoi. Et toi, Elisa? Moi, la question, elle me fait directement penser à mes cousins, donc mes deux cousins qui sont un peu plus jeunes que moi. Et en fait, de base, donc on partage cette famille-là de nos côtés paternels. Et on passait vachement de temps ensemble. On a toute une part d'éducation qui est commune et sur les mêmes valeurs, vraiment plutôt de gauche, vraiment plutôt altruiste, etc. Et quand ils ont évolué à l'adolescence, ils ont commencé à consommer beaucoup de contenu mascu. Et du coup, on a commencé à se parler de sujets comme ça autour du féminisme. Et ça a été un énorme choc pour moi de voir qu'ils étaient... à des années-lumière de moi et aussi différents et avec des avis aussi problématiques. Donc on s'est beaucoup embrouillé sur plein de sujets féministes, la transidentité et d'autres sujets, immigration, etc. Et en fait, du coup, dans la question de qu'est-ce que ça fait d'être en relation avec eux, ça m'a fait beaucoup de peine de voir qu'on ne pouvait pas communiquer fluidement. Et en fait, je me retrouve un peu dans une position où soit on crée un tabou, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ces sujets-là, on parle de tout ce qu'il y a autour. Mais pour moi, c'est des sujets importants, c'est des sujets qui m'animent et ça me dérange qu'il y ait des tabous dans les relations. Soit c'est des sujets où on y va, on en parle, mais du coup, soit moi, ça me demande d'être hyper disponible pour recevoir des trucs qui me choquent et vraiment dans la patience et vraiment dans la pédagogie, etc. Ou alors, c'est l'embrouille, quoi. Clairement. Donc, c'est assez inconfortable. Et il y a un moment, quand je me suis rendu compte de leur switch, où je me suis vraiment posé la question, mais comment je vais faire pour être en lien avec eux ? Et j'ai l'impression qu'on perdait ce qui nous reliait de lien familial parce qu'ils se détachaient de valeurs qui nous avaient été transmises dans notre éducation. Et ça me faisait vachement de peine. J'en ai parlé à ma mère et elle me disait, mais
Elisa, imagine, demain, tu te retrouves à la rue. Est-ce que tu penses que tes cousins, ils vont ne pas t'accueillir ou inversement ? Et là, ça m'a aidé à prendre le truc avec du recul et à un petit peu me rattacher à ce truc de non, en fait, il y a quand même un lien familial qui existe et qui est là. Mais ça reste quand même super compliqué entre cet amour-là qu'il peut y avoir et en même temps cette différence qu'on a et le fait que je rejette totalement leurs opinions et qu'elles m'énervent, qu'elles me font de la peine, que je les trouve insupportables. Et ça revient souvent au repas de famille, j'imagine. Et oui, et en plus, des fois, il y a un petit peu ce truc-là. Tout le monde a capté où étaient les sujets touchy dans ma famille, féminisme ou pas. Et on fait exprès d'y aller avec de la provoque. Enfin, ouais, je vois totalement. Pour le coup, tu vois. Ben, en tout cas, il y a eu un épisode de repas de famille qui était très là-dessus. Et bon, ça a saoulé tout le monde, honnêtement. Donc, l'année d'après, c'est plutôt genre, on y va, mais à moitié, parce qu'on sait qu'on n'est pas d'accord, et quand c'est trop, on arrête de parler et tout ça. Mais ça reste, du coup, une relation où c'est complexe et où c'est pas fluide, et où je trouve que la connexion qu'on peut avoir, bah, dans tous les cas, elle peut pas être aussi profonde que ce que j'apprécie dans mes relations amicales ou familiales, parce que, de fait... il y a un pan sur lequel on n'a pas les mêmes valeurs et pas les mêmes opinions et où ça nous sépare, quoi. Gros sujet, clairement. Merci pour vos partages. Et du coup, on parlait des cousins-cousines, des plus jeunes aussi. Et donc, ma question suivante, c'était est-ce que votre féminisme influence justement votre rôle auprès des plus jeunes et quel rôle vous donnez face à la nouvelle génération dans votre famille ? Alors moi, du coup, de nouvelle génération dans ma famille, il n'y a que mon neveu, qui est en fait le fils de ma cousine, mais que je considère comme mon neveu. Et pour l'instant, il est tout petit, il n'a même pas 2 ans. Mais clairement, ce que je projette avec lui, c'est de pouvoir le sensibiliser à plein de sujets, lui apporter plein d'infos. Et je sais que je serai soutenue par ses parents. Donc ça, c'est un truc vraiment chouette. Et j'aimerais bien essayer de lui transmettre un petit peu les injonctions genrées qu'il y a, et que justement, lui, en tant que garçon, il n'est pas obligé de répondre à une virilité toxique, qu'il n'est pas obligé de faire partie du boys club, que ses émotions ont toutes leur place, etc. Je pense clairement que donc, c'est des discussions qu'on va avoir, que je vais lui acheter des livres, etc. pour parfaire sa culture féministe. Et j'aimerais vraiment être un peu la tata confidente. Et voilà, pouvoir l'aider à se développer là-dedans pour qu'il puisse mener des relations saines et épanouissantes, qu'il ait une bonne estime de lui, sur sa sexualité, etc. Qu'il ait toutes les billes en main. Ok, bah hyper intéressant. J'avoue que moi, c'est une question que je me pose parce qu'il y a aussi du coup mes cousins-cousines qui commencent à avoir des enfants et j'affiche clairement mes valeurs, mon féminisme, etc. dans ma famille, mais j'ai aussi parfois un peu peur parce que je veux pas empiéter sur l'éducation que leur donnent leurs parents. Et je sais que c'est pas forcément des sujets que j'ai abordés avec leurs parents. Je voudrais pas commettre d'impair non plus en leur disant des choses ou en leur proposant des choses qui, du coup, mettraient mal à l'aise leurs parents et qui me feraient plus confiance pour être avec leurs enfants, quoi. Donc c'est vraiment toujours un peu un équilibre, je me dis, mais à trouver. Mais surtout quand c'est des parents qui n'ont pas forcément directement les mêmes valeurs que nous, ou juste, je sais pas, parfois ce qu'ils en pensent. Mais j'essaye un max, je me dis, bah voilà, j'y vais pas trop frontalement, mais je me dis, j'affiche ce que moi je suis, ce que je pense, et puis je me dis que si un jour, elle et eux ont ce sentiment qu'ils ont besoin de parler de ça, ou ils ont besoin de parler de ça, bah je serai là. Et puis, c'est aussi quelque chose que je mets en place... notamment avec tout ce que je fais en éducation à la sexualité, au planning, bah forcément, je parle souvent de mon travail et je sous-entends souvent que si jamais il y a quoi que ce soit, une question, etc., bah, je peux être là. Bon, j'ai pas forcément été confrontée directement au sujet pour l'instant, mais j'essaye de planter des petites graines, mais sans y aller trop frontalement, parce que je veux pas braquer personne, quoi. Et au moins, comme ça, tu peux être repérée comme la personne ressource de la famille
qu'on peut contacter si on a des questions ou ce genre de choses, c'est chouette. Exactement, ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est pas facile parce que du coup, sur le féminisme, être la personne ressource quand les gens ils ont plein de trucs horribles à dire et qui s'attaquent à toi parce que t'es la personne féministe et donc tu peux tout encaisser. C'est pas facile, mais je me dis ça vaut le coup quand même pour les jeunes générations. Ouais, grave. Mais je me retrouve en fait dans ce que tu dis, Solène, parce que c'est vrai. Du coup, moi j'ai des neveux et nièces, donc qui sont encore petits. Et en fait, quand est-ce qu'on empiète trop en fait sur l'éducation des parents et puis en même temps, on n'est pas là au quotidien. Enfin, qu'est-ce qui est déjà mis en place moi, je vois pas forcément mes neveux et nièces très fréquemment. Et en fait, du coup, je pense que c'est fait par mes frères et sœurs. Mais voilà, tout le monde sait comment je suis, je le revendique aussi, enfin, je le dis, c'est dit, mais du coup, c'est vrai que ce que je fais, c'est par exemple, à mon neveu, je vais lui dire, est-ce que t'as un amoureux ou une amoureuse, quoi, ou alors lui dire s'il a pas envie de me faire un bisou, écoute, c'est pas grave, il y a pas de souci. Je veux pas forcer et c'est le consentement finalement. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait. Mais en fait, Elisa, la proposition d'offrir des choses féministes, c'est vrai que ça c'est pas mal. Après, moi je pense que quand ils grandiront, je leur expliquerai un peu ce que je suis, le féminisme intersectionnel aussi, mais quand ils seront en âge de comprendre tout ça évidemment, quoi. Et puis le fait d'avoir des neveux et nièces, ça peut aussi être un, entre guillemets, entraînement pour nos séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Clairement. Tu veux rajouter quelque chose, Elisa ? Juste ce que tu disais, c'est vrai que ça peut être chouette, les cadeaux, etc. Mais je comprends aussi ce positionnement un petit peu difficile si tu sais que ça va contrarier les parents. Bon, en même temps, tu le fais à destination des enfants, mais selon le veto qu'ils peuvent poser, je comprends que ce soit pas forcément hyper fluide. Et franchement, ça donne plein d'espoir pour la suite. Tous vos témoignages, c'est trop chouette. J'aurais pu parler de tout ça avec vous pendant des heures, mais je vois que la fin de cet épisode approche, clairement. Écoutez, en conclusion, je crois qu'on peut dire que l'entourage familial, ça a forcément eu un impact sur le développement de notre féminisme, qu'il a été plutôt facilitateur ou au contraire empêchant, voire même violent. D'ailleurs, certaines d'entre nous en service civique ont vécu des vraies ruptures familiales. Et puis même sans aller jusque-là, c'est pas toujours facile quand on ressent des conflits de loyauté, j'ai envie de dire, entre nos valeurs féministes et nos liens familiaux. Heureusement, le féminisme, ça peut aussi nous permettre de créer des liens différents, nouveaux, avec certaines membres de notre famille, des liens inespérés parfois, et puis viendra un temps où c'est nous qui créerons nos propres familles avec nos valeurs, les personnes qu'on aura choisies, nos amis, nos amours, des enfants, pas d'enfants, nos animaux, enfin bref, voilà. Le champ des possibles est ouvert et en tout cas, merci à vous deux pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui ont écouté jusqu'au bout. Merci à Camille et Méry pour leur accompagnement du projet jeune du planning familial. Et puis merci au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Et merci Solène. Merci. Au revoir. Au revoir.